Salam alaikum Azulf Laoun. Bonsoir. L'Algérie s'apprête à mettre en service ce qui est présenté comme un symbole de souveraineté économique. Le train du désert relayant le gisement de minerais de fer de Rajbilet à Béchar. Un projet enveloppé de superlatifs, porté par une communication triomphaliste et vendu comme une réussite historique avant même d'avoir fait ses preuves. Mais derrière le décor, les interrogations s'accumulent et le récit officiel commence sérieusement à sentir la propagande organisée. L'inauguration de la gare ferroviaire de Rajbilet à Tindouf aurait pu être un moment de clarté, de transparence et de débat national autour d'un projet stratégique majeur. Il s'est finalement réduit à un exercice de mise en scène où l'image a remplacé les réponses. Dès les premiers discours, une impression persistante s'est imposée. La propagande se sent. Les ondes d'ombre sont pourtant nombreuses. Silence autour des coûts économiques réels, des contraintes technologiques liées à la nature du minerai, de l'impact environnemental et de la dépendance à des savoir-faire étrangers. À cela s'ajoute l'absence remarquée de figures clés et surtout la disparition troublante du docteur Djelloul Slama, l'un des rares experts à avoir publiquement critiqué le projet Rajbilet. Autant d'éléments qui auraient dû alerter une presse digne de son nom. Au lieu d'en quitter, une partie de la presse algérienne a choisi de relayer la communication officielle. Le sommet de cette dérive est atteint lorsque l'agence APS et plusieurs médias nationaux affirment que la presse américaine aurait salué le projet à travers des articles élogieux publiés par The Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg ou AI Monitor. Or, après vérification, aucune trace de ces articles n'existe. Ni analyse, ni rapport, ni enquête. Le vide absolu. Nous ne sommes plus dans l'exagération, mais dans la fabrication délibérée de références internationales pour crédibiliser un projet contesté. Une manipulation grossière, facilement vérifiable, qui révèle une faillite éthique inquiétante et une irresponsabilité grave de certains médias. À force de vouloir vendre le rêve, on finit par insulter l'intelligence collective. Rajbilet n'est pas seulement un projet minier, c'est un test de maturité pour le débat public et pour le journalisme algérien. Un projet de cette ampleur mérite des faits, des chiffres et des contradictions, pas des slogans et des louanges inventés. Le train du désert peut bien rouler, encore faudrait-il qu'il ne transporte pas avec son minerai la vérité elle-même vers l'oubli. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rajbilet, la vérité déraille, la propagande avance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Athman Mahzouz, président du parti du RCD, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. Athman Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillak, c'est Athman. Azoul, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Athman Mahzouz, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Saleh Debbouz, avocat et militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Bonsoir à toi, aux téléspectateurs et aux invités. Je salue Athman Mahzouz. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas croisés. Merci beaucoup, maître. Très content de vous avoir tous les deux, bien sûr, mais aussi, vous l'avez aperçu, notre ami Ilyas Jubaili qui est avec nous. Très content de l'avoir, qui était économiste, mais aussi militant politique. Ilyas Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Le sujet est un sujet très sensible et très intéressant sur le plan scientifique, technique et rentabilité pour notre pays. Je te remercie de m'avoir invité. Je remercie par ailleurs vos invités
mon ami Atman Mazouz, président du RCD, et Maître Salah Debbouz. Merci encore pour l'invitation et mes salutations à tous nos auditeurs qui nous suivent. Merci, Atek Sarah, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. À vous de donner la parole à nos invités et de rentrer donc dans le vif du sujet de ce soir. On va commencer à relayer donc quelques titres de la presse nationale. On va commencer par l'APS. L'APS qui a titré donc Mine de Rajbilet, Tindouf, un géant mondial émergent du fer. Donc a titré l'APS. Al-Mujahid, le journal Mujahid, des centres de recherche, et la presse américaine commente le gisement de Rajbilet. Le géant endormi s'est réveillé. Donc, a titré le journal Al-Mujahid, Maghreb émergent. Un article par Ihsan Al-Qadi, le journaliste Ihsan Al-Qadi, Rajbilet en défense de Jelloul Slama. Et on peut lire dans cet article, si le projet de Rajbilet n'arrive pas à surmonter le scepticisme qui l'entoure chez nombre d'experts, et donc par-delà, dans une partie de l'opinion, c'est sans doute qu'il est mal vendu par la propagande officielle. Radio des sans-voix, à notre titre, arrestation du docteur Jelloul Salama, quand l'expertise devient un délit. Donc à titre Radio des sans-voix. Le matin d'Algérie, où est passé l'économiste Jelloul Slama? Athman Mazouz brise le silence. Bien sûr, Athman Mazouz est avec nous ce soir. Farid Alilet, un post de Farid Alilet sur Facebook, journaliste, la grosse manipulation. L'agence officielle APS et plusieurs médias DZ évoquent des articles dithyrambiques et de la presse américaine à propos du projet minier Rajbilet en citant des articles et des rapports publiés, notamment dans le The Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg ainsi que AI Monitor. Il n'y a pas la moindre trace d'un article ou d'un rapport sur ce projet minier dans ces médias cités. Un vrai délire. One, two, threes. Donc a écrit Farid Alilet. Un autre post, Nordin Aoussat, universitaire militant politique sur Facebook aussi, sur le gisement minier de Rajbilet. Les mensonges inventés pour le vanter sont un vent très nauséabond. C'est l'indignité et l'irresponsabilité d'une presse, a écrit donc Nordin Aoussat. Voilà, donc d'abord on va regarder ce petit clip, cette petite vidéo de la NTV, l'ouverture donc ou l'inauguration de la ligne ferroviaire qui a été inaugurée par le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud. La question qui se posait aussi, ou qui a été soulevée, l'absence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. On regarde ces images. في محطة هامة عنوانها جزائر الإنجازات ومن قلب جنوبنا المعطاء أعطيت أمس إشارة انطلاق أول عربات شحن خامات الحديد من منجم جارج بلات بتندوف باتجاه ولايتي بشار ووهران عبر خط السكة الحديدية المنجمي الغربي. إشارة انطلاق أول شحنة من خام الحديد أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مرفوقا بوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم. كما تم أمس أيضا تدشين محطة قطار نقل المسافرين لجارج بلات عبر الخط المنجمي الغربي. Voilà. Athman Mazouz, je vais commencer cette émission avec vous. Je sais que vous avez fait un post dans votre parti. Je rappelle que vous êtes président du RCD, Athman Mazouz. Vous avez fait donc un post concernant la situation du docteur Jelloul Slama qui a critiqué ce projet en termes économiques, bien sûr. Mais on a vu ces derniers jours donc un débat sur le projet minier donc de Rajbilet. Quelle est votre réaction quand on entend bien sûr et quand on voit dans la presse algérienne ce qui a été dit sur ce projet? Il n'y a pas eu de débat contradictoire par rapport donc à la question économique, mais aussi cette disparition que vous avez soulevée au sein du RCD, Athman Mazouz, du docteur Jelloul Slama.
Bonsoir. D'abord, je tiens d'abord à saluer mes deux amis, Ilyas Jubaili et Salah Debbouz, qu'effectivement, je n'ai pas vu depuis longtemps. Sinon, s'agissant de cette affaire de Djelloul Slama, effectivement, il a émis une opinion, il a donné son avis, une expertise, il peut contredire la vision du gouvernement. Il est vraiment regrettable et inacceptable ce qu'il soit, disons, comme c'est relayé dans pas mal de posts, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il soit arrêté. C'est vraiment inacceptable. Je ne sais pas pourquoi une analyse indépendante peut déranger et pourquoi ne pas également discuter de la viabilité de ce projet public. Tout est discutable. Maintenant, si on ne laisse pas les experts, on ne laisse pas les savants s'exprimer sur des questions liées au développement national, autant alors aller fermer carrément les universités algériennes. Et je viens par là justement aussi rappeler un autre cas d'un universitaire qui devrait soutenir sa thèse et à qui on a interdit cette soutenance tout simplement. Et il parle de certaines choses dans sa thèse qui ne plaisent pas. Et ça, c'est inacceptable. Il vient d'être exclu. C'est un doctorant de l'université de Béjaïa. Effectivement, vous dites maintenant, il faut qu'on cesse de prendre chaque avis d'opposition comme une menace politique qu'il va falloir réprimer. Le cas de Djelloul Slama, effectivement, j'ai suivi l'émission télé où il a développé son avis. Il n'a donné que son avis. Et c'est tout à fait normal. Et l'avis qu'il avait partagé justement qu'il avait exprimé sur une chaîne télé, j'en ai vu pas mal d'autres experts, d'autres personnes qui connaissent en fait le milieu plutôt qui en ont parlé de ce projet-là de Hajj Bilet. Maintenant, c'est bien d'investir, mais il faudrait regarder la viabilité de cet investissement-là, parce qu'il s'agit de dépenses publiques, il s'agit de l'argent public. Et émettre un avis ne doit pas être puni. Au contraire, il devrait être encouragé. Il faudrait que d'autres aussi interviennent. Et puis, s'ils sont assez sûrs justement de la rentabilité, de la viabilité de ce projet-là, autant allez-y ramener des contradicteurs qui vont nous contredire. Et dire que ce projet-là est viable, ce projet-là est rentable, que ce projet-là va connaître, en fait, va donner plus de ressources pour le pays, et puis il va également grossir le PIB algérien. Donc la question qui se pose, c'est que on n'autorise plus en Algérie donc un avis contradictoire, Athman Mahzouz, et vous êtes dans l'opposition algérienne. D'abord, non seulement la question du docteur Djelloul Slama se pose par rapport, bien sûr, à sa disparition. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de nouvelles concernant sa situation. Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il a été jugé? On est dans le blackout total. Mais la question aussi qui a fait réagir beaucoup d'Algériens sur les réseaux sociaux, c'est que quand l'ENTV sort, mais aussi l'APS ou Al-Moudjahid, qui dit que des centres de recherche et la presse américaine commentent le gisement de Hajj Bilet, on va écouter, sans débat, nos amis de la régie, 3. Donc, on va écouter cette vidéo de l'ENTV, donc parler de la presse américaine qui met en avant ou qui met en exergue donc le projet de Hajj Bilet. حين تتحول الأرض إلى قوة لا يرقد الحديد في باطن الأرض صامتا بل ينهض كمشروع سيادي يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني.
منجم جارج بيلات يتحول إلى حدث اقتصادي استراتيجي ببعد عالمي يستقطب اهتمام الصحافة الدولية ومراكز التحليل المختصة في الطاقة والمعادن. تصف التقارير الأمريكية منجم جارج بيلات بالعملاق النائم الذي ظل خامدا لمدة 70 عاما، وصفة المشروع بأجرأ خطوة اقتصادية في البلاد. وول ستريت جورنال رأت أن مشروع جارج بيلات يمنح الجزائر ميزة تنافسية كبرى تجاه أوروبا بفضل القرب الجغرافي وتكاليف الشحن المنخفضة. Voilà, yani Athman Mahzouz, non seulement la question donc du devenir de Dr Djelloul Slama est posée et soulevée, mais aussi quand on véhicule comme ça et quand on relaie des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vérifiées par des médias étatiques, on parle de la PS, on parle de la NTV, que plusieurs médias américains donc on met en avant ce projet, que le géant endormi s'est réveillé. Il s'est avéré que ce n'est pas vrai, tout est faux, et il n'y a pas de telles informations concernant donc Raj Bilad où la presse américaine a écrit, si on peut dire, quelque chose sur ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez quand on est dans cette situation où les médias sortent des trucs? Est-ce qu'on est en train d'insulter l'intelligence des Algériens? Qu'est-ce que vous en pensez, Athman Mahzouz? Je voudrais d'abord soulever qu'il y a effectivement de quoi s'inquiéter de la disparition de Dr Djelloul Slama. Effectivement, les autorités doivent impérativement communiquer sur son cas. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune information justement sur sa personne. Est-ce qu'il a été arrêté, où il a été arrêté, comment est son état de santé. Il est impératif que justement, soit sa famille ou bien les autorités communiquent sur ce cas-là. Parce que, vous savez, à un certain moment, on se disait que les experts... sont à l'abri, nos scientifiques sont à l'abri. On se disait qu'ils s'acharnent beaucoup plus sur les militants politiques, sur les partis politiques, mais aujourd'hui on a franchi un autre cap et c'est vraiment très très inquiétant pour notre pays. Maintenant, s'agissant de ces fausses informations-là, de ces mensonges qui sont relayés par les médias publics, c'est vraiment désolant de arriver à cela parce que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du numérique, il suffit d'y aller, faire des recherches et pour trouver qu'ils sont en train de mentir aux Algériens. Et c'est pas bien justement de continuer sur ces pratiques-là. C'est important de changer de cap. S'ils veulent réellement, en fait, dire que ce projet-là est rentable, dire que ce projet-là est viable, eh bien laissez les Algériens s'exprimer, laissez les experts du domaine s'exprimer. Moi, si j'avais effectivement un peu soutenu Dr Slama dans ses propos, parce que j'ai eu déjà à entendre d'autres avis. Et d'autres avis qui ne sont pas du même bord que Dr Djelloul Slama. C'est pour vous dire qu'il faudrait qu'il y ait réellement une liberté d'expression. Il faudrait que nos universitaires, que nos scientifiques, justement, travaillent. On a besoin de leur avis. Parce qu'on ne peut pas aller dépenser des milliards et des milliards pour vendre du vent. Non, ça c'est inacceptable. Si ce projet-là est sérieusement rentable, pourquoi alors brider la parole des spécialistes, la parole des scientifiques? C'est pour vous dire que c'est vraiment inquiétant, Et à un certain moment, effectivement, comme je le disais, on craignait beaucoup plus pour les militants politiques et les militants de l'opposition, mais aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver en prison pour avoir émis un avis, une opinion, une expertise. C'est pour vous dire que vraiment, c'est désolant que notre pays on arrive à ce stade-là.
Est-ce que pour vous, c'est un signal qui nous dit de la situation que nous vivons en termes de liberté, mais aussi en termes de répression, Athman Mazouz? Oui, effectivement, la répression monte de plus en plus parce que ce pouvoir-là n'a plus d'alternative, pour convaincre l'Algérien. On a un gouvernement qui est inaudible, que personne ne croit pas presque. Il suffit de voir, par exemple, en fait, le débat sur la loi de finances, sur la loi de finances qui vient de passer. On n'a pas entendu beaucoup d'experts intervenir. On n'a pas entendu un autre son de cloche de la part notamment d'experts dans la presse nationale, y compris maintenant la presse nationale. Elle n'est plus libre de contredire la vision du gouvernement. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant parce que, y compris le pouvoir, il devrait normalement chercher après ces contradictions-là pour rectifier, pour améliorer, pour revoir sa manière de gérer. Mais aujourd'hui, si l'on continue ainsi, ça va être en fait quelque chose à sens unique, une vision à sens unique qui va encore davantage en fait détruire tout ce qui a été fait de bien en économie ou bien dans d'autres domaines. Merci beaucoup Athman Mazouz. Je vous remercie beaucoup. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie donc pour cette intervention. Athman Mazouz, je rappelle, vous êtes président donc du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Maître Salah Debbouz, je m'excuse, Elias Jbaili, je vous ai fait attendre parce que je m'excuse. Athman Mazouz n'avait pas beaucoup de temps et il a demandé de faire une intervention et de nous donc et de le libérer. Salah Debbouz, on a entendu l'analyse de Athman Mazouz qui est à la tête du RCD, qui a dénoncé donc la situation de l'économiste Djelloul Slama, mais aussi ce projet de Raj Bilad a soulevé beaucoup de questions, Maître Salah Debbouz. D'abord cette disparition de Djelloul Slama, mais aussi le mensonge qu'on est en train de relayer concernant donc ce projet a soulevé aussi beaucoup de questions. Quand des médias étatiques parlent des rapports de la presse américaine, ils citent donc des médias qui sont très respectés, on va dire, entre guillemets, et c'est avéré que c'est faux, c'est pas juste. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouz? Alors, ce que j'en pense, c'est qu'il faut faire un petit exercice. On est à l'ère de la technologie. Même les adolescents savent faire ça. Vous prenez votre portable, vous sollicitez l'intelligence artificielle pour lui dire quels sont les médias mondiaux qui ont abordé la question de Raj Bilad en Algérie. Il va vous donner ce qu'a dit Nahar, ce qu'a dit... Mais quand vous allez voir la source, c'est Nahar, la PS, etc. Mais si vous lui dites, mais moi je veux la source originale, pas une source algérienne, il va vous dire il n'y a rien sur le... Ça veut dire que c'est des mensonges. Donc il va vous dire que tout ce qu'a écrit la presse internationale sur Raj Bilad, c'est la voie ferrée qui a été réalisée par les Chinois d'une longueur de 950 km et qu'il y a eu un premier voyage vers le nord de l'Algérie, vers Bchar et Oran, mais pas d'exportation, etc. Bon, moi je me demande la question. Ils ont transféré ce voyage vers le nord de l'Algérie. Est-ce que nous avons des fonderies? Est-ce que nous avons des usines qui vont traiter ça? Ou alors ils vont déplacer ce voyage d'un endroit, ils vont le déposer dans un autre endroit puisqu'il n'est pas destiné, apparemment il n'y a pas de commande au niveau international.
Maintenant, sur la disparition de Sijilul Slama, moi j'ai essayé d'écouter ce qu'il a dit à peu près. Moi, je vous assure, l'impression que j'ai eue, c'est que Sijilul Slama voulait rendre service au pouvoir en disant que oui, c'est un projet, c'est la souveraineté, il faut l'exploiter. Et il voulait rendre service pour dire que bon, la qualité du fer, c'est pas une qualité supérieure pour dire aux gens, aux Algériens, voilà, on va rentrer avec un produit qui est, si on trouve une place, c'est-à-dire, il voulait, à mon avis, il voulait aider le pouvoir pour dire que c'est pas facile de commercialiser ce produit et que ça coûte cher pour dire en quelque sorte, il faut patienter. Parce que, voilà. Mais même ça, qui n'est pas pour moi une critique, il a essayé d'expliquer une situation, même ça n'est pas tolérable par le pouvoir. Où il est? Est-ce qu'il est en train d'être briefé pour sortir nous dire vous m'avez mal compris ce que je voulais dire, c'est autre chose? Est-ce qu'il va te sanctionner? Est-ce qu'il va te emprisonner? Est-ce qu'on lui a demandé de ne plus parler, de ne plus donner signe de vie et de s'occuper de son poste et de sa famille et de laisser passer tout ça? On n'en sait rien. Alors, à ce stade, ce que nous observons, c'est un régime qui refuse que vous lui dites ce qu'il n'aime pas entendre, les vérités qu'il n'aime pas entendre, il considère ça comme une atteinte à l'unité nationale, aux intérêts de l'Algérie, parce qu'il considère que c'est lui l'unité nationale et c'est lui l'Algérie. C'est-à-dire, le régime, ce n'est pas... il s'appelle lui, il se fait appeler unité nationale et il se fait appeler le régime, je le souligne bien, il se fait appeler l'Algérie et la nation et tout ça. Donc, si vous lui dites tu te trompes, il considère que tu es en train vous êtes en train d'attaquer l'Algérie parce que c'est lui l'Algérie, il incarne l'Algérie, il veut incarner l'Algérie. Je dis tout simplement, le fait d'imputer de fausses informations à des organes, enfin à des agences ou à des centres de communication internationaux, avec cette vraiment façon, c'est très facile de vérifier. Le fait de faire ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Ce que aimerait ce régime, c'est de mentir aux gens et qu'ils n'y soient pas découverts, c'est-à-dire il veut dire aux Algériens l'illusion, il veut créer une illusion qu'il y a quelque chose qui se fait en Algérie et qu'il faudrait nous croire parce que on a besoin de... On vous le dit, il faut nous croire, même si vous restez dans la misère et qu'on vous dit, nous, on a augmenté les recettes à des même centaines de milliards, il faut nous croire parce que, voilà, rassurez-vous, restez dans vos problèmes, mais il faut aussi nous croire, sinon vous allez en prison. C'est ça, c'est une technique suicidaire, je pense. Très bien. Ça démontre à quel point ce régime est désespéré dans la tentative d'essayer d'encore continuer à exister en montant, en créant l'illusion que tout va bien alors que tout va mal. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Lias Djbaili, vous avez participé dans une émission concernant la rentabilité, bien sûr, sur le plan économique de ce projet. Et je sais que vous avez beaucoup d'idées, vous avez développé beaucoup d'idées concernant, bien sûr, la question de la rentabilité. Mais on va regarder ces images avant de vous donner la parole, Lias Djbaili. Tebboune, qui parle de ce projet de Rajbilad comme étant donc un projet historique. On l'écoute.
مشروع استغلال منجم قرجبيلت بتندوف الذي أصبح حقيقة ملموسة بعدما كان حلم من كانت لهم الإرادة وليس لهم الإمكانيات آنذاك. سي بومدين رحمه الله كيتكلم على قرجبيلات بحسرة كما يقولوا المصريين، العين بصيرة واليد قصيرة. الحمد لله أن وفقنا ربي وجسدنا الحلم تاع من كان يحلم بجزائر قوية بمناجمها قوية مادام مشروع تاريخي وانتصار تاريخي للشعب الجزائري. Voilà, donc Ilyas Tchoupaïli, un projet qui tient à cœur donc à Abdelmajid Tebboune, mais la question qui se pose c'est qu'Abdelmajid Tebboune était aux abonnés absents quand il y avait cette inauguration de la gare ferroviaire de Rajbilad à Tindouf. C'était le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïd, qui était là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, tout d'abord, Nasser, je veux faire juste, si vous permettez, une minute en arrière. Depuis tout le temps, les grands pays ont toujours pris des paris risqués en termes d'industrie. Le premier pays qui a pris le pari, il a misé sur un pari risqué industriel, c'était la Grande-Bretagne. L'invention de la machine à vapeur. Au XVIIIe siècle, la puissance de l'Angleterre, c'était c'était la machine à vapeur. Les Anglais, c'est eux qui ont démarré ce grand pari. Mais quand ils ont pris le pari, ils avaient quoi, Nasser, à cette époque-là, 18e? Ils avaient des physiciens, des chimistes, ils avaient ce qu'on appelle des financiers. Mais quand ils ont décidé de prendre ce risque, c'est pas au nom d'une idéologie. C'est pas au nom d'une idée idéologique, politique. C'était pour le bienfait de la société et pour pousser le pays vers d'autres cieux. Maintenant, revenons à Rajbilet. Rajbilet, j'ai participé à plusieurs émissions et j'ai reçu plusieurs invités. Rajbilet, il n'y a pas que la rentabilité économique. Parce que la rentabilité économique, elle est inexistante. Tout d'abord, le minerai de fer que vous allez extraire, il contient beaucoup de phosphore. Jusqu'à maintenant, je pense même le régime ou les autorités algériennes reconnaissent. Il faut des procédés d'innovation pour enlever cette grande teneur de phosphore qui se trouve dans ce minerai. Et vous ne pouvez pas exporter ce minerai en Europe alors qu'il est frappé d'une grande teneur de phosphore. C'est pour ça que le professeur Slama, il a dit qu'il contient du phosphore. Il faut le désphoriser. Et il faut des procédés. Pour faire des procédés, il faut des chimistes, des physiciens, des génies de procédés de traitement chimique. L'université de Annaba, elle est réputée par un grand pôle qui s'appelle le traitement chimique des métaux et transformation. Il se trouve à Annaba. Donc, mais est-ce que ces personnes ont été consultées? Non. Sur le plan environnemental, faites appel à des écologistes. Vous construisez une route ferroviaire, le fret ferroviaire de 950 km, mais n'oubliez pas, il y aura des impacts des impacts écologiques, des impacts sur l'environnement et surtout la santé publique. Parce qu'il y a un fret de 950 km. C'est beaucoup. Et le fret, c'est un fret ferroviaire qui est brut. C'est pour transporter la marchandise. Donc forcément, il y aura des déchets et de la pollution dans l'air. Sur le plan économique, sur le fret maritime, c'est quasi impossible. L'accès vers l'Atlantique, il est fermé. Nos relations sont rompues avec le Maroc. On aurait pu faire ce qu'on appelle une joint-venture en dehors des problèmes politiques. Sur le plan économique, on fait des joint-ventures économiques. On essaie, ne serait-ce que de faire traverser cette exportation via l'accès atlantique. C'est fermé. Sur le fret routier, c'est quasi impossible parce que le fret, on ne peut pas transporter de telles marchandises. Donc, il n'y a que le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, c'est un fret qui va générer des coûts additifs. Donc,
vous avez deux problèmes. Le problème de la contenance du phosphore, donc il faut le traiter. Pour le traiter, il faut des génies, il faut des infrastructures modernes de traitement. Vous n'allez pas l'exporter comme ça en Europe. Quand il va arriver dans les ports en France ou en Allemagne et surtout dans le plus grand port d'Europe, voire du monde, c'est Rotterdam. Mais vous avez des ingénieurs qui se trouvent à Rotterdam pour contrôler votre marchandise. Et tout ça, ça va générer des coûts dont la rentabilité est incertaine. Parce que vous êtes sûr ce que vous allez, comme le point d'arrivée, vous le maîtrisez, le point de départ. Mais le point d'arrivée, c'est quoi? C'est la rentabilité. Vous voulez dire qu'il faut qu'il soit rentable. Si vous nous dites que le minerai de fer ça relève d'une question de souveraineté nationale, il n'y a pas de souveraineté nationale. Déjà, on n'a pas de souveraineté économique. Tu veux parler de la souveraineté nationale, alors que nous n'avons pas de souveraineté économique. Parce que vous allez dépendre des Chinois qui vont construire tout ceci. Mais sachant aussi que les Chinois, ils s'en fichent royalement de l'écologie. Mais moi, ce que je dis, que ce projet, c'est un projet risqué, pour être correct, mais il n'est pas rentable. Et je l'ai dit à professeur Moptol, c'est un expert, et c'est un grand cadre, qu'il soit du côté du régime ou pas. Moi, je l'ai invité sur une autre chaîne. Je lui dis, professeur, dites-nous la vérité, une vérité au peuple algérien, pas au régime, au peuple algérien. Parce que le contribuable va payer, parce que vous allez puiser dans le trésor public, parce que ça va générer des coûts. Et si votre projet n'est pas rentable, et la preuve, le complexe sidérurgique d'El Hajjar, vous avez vu, est-ce qu'il est rentable? Il n'a jamais été rentable. Maintenant, soi-disant qu'il est rentable. Je ne sais pas comment il est rentable. Ils l'ont vendu à Lakshmi pour $1. Ils ont épongé toutes les dettes. Monsieur Lakshmi, il a gardé le four, il a un peu exploité en partant. Il a pris une plus-value de $1 milliard. Concernant aussi comment dirais-je, d'autres projets qui sont pas rentables. Donc, il faut faire très attention. Ce projet-là nécessite des compétences transversales et interdisciplinaires et non au nom, soi-disant, d'une souveraineté nationale. Je pense que le régime, il prend une route à l'aveugle comme ça, en réprimant toutes les opinions. Que cet expert, monsieur Jelloul Slama, il a émis une opinion. Ramenez des contradicteurs. Faites appel à des grands bureaux d'études de Bachir, de Soleton Bachir. Les comptes, Maître Salah Debbouze dit que le fait que ce docteur, cet économiste, donc, a été enlevé ou jusqu'à maintenant on n'a pas de nouvelles de lui. Et que les médias relaient des informations qui sont fausses, les médias étatiques. Est-ce qu'on veut nous cacher quelque chose? Est-ce qu'ils veulent cacher quelque chose au peuple algérien concernant donc ce projet? Tout d'abord, ils ont débité le mensonge du siècle. Ils ont débité un mensonge du siècle que je considère, une insulte au peuple algérien. Franchement, comment vous pouvez fabriquer des articles dont la source elle est inexistante. Ils ont inventé des articles US américains, soi-disant qu'il y a des traitements, il y a des laboratoires de traitements chimiques aux États-Unis. Ils ont même dit le Bloomberg, j'ai cherché Bloomberg. Bloomberg, c'est elle qui cote les cotations financières, mais c'est pas une agence scientifique. Mais est-ce que Bloomberg peut évaluer, qui se trouve à New York, est-ce que peut évaluer la rentabilité d'un projet scientifique? C'est quasi impossible, c'est un mensonge. Où sont ces articles US? Où sont-ils? C'est des articles, ils ont fabriqué des articles irresponsables, fallacieux, mensongers. Ça donne déjà un coup à la crédibilité du projet qu'ils veulent mettre en place. Donc, ça veut dire, vous vous rendez compte, les autorités algériennes montent un mensonge, ils veulent promouvoir un projet dont l'existence, dont la rentabilité, elle sera jamais vérifiée et elle va plomber les finances publiques. Très bien. Et aussi, il faut dire les choses. Pourquoi ne pas faire appel
à toutes les compétences européennes, algériennes, l'université de Oran, de Constantine, de Polytech d'Alger. Nous avons des ingénieurs. J'étais moi-même ingénieur, je suis sorti d'une école d'ingénieurs en Algérie. Il y a des ingénieurs. Je peux vous donner des noms qui sont spécialisés en géologie, en mécanique des sols, en mécanique des roches, en traitement des génies des matériaux, en traitement des sols. Nous avons toutes ces compétences. Mais ces compétences sont réprimées, les opinions sont réprimées, les compétences sont ignorées. Et on décide, parce que Boumediene, Allah yarhamou, soit disons que Boumediene, c'était son projet. Mais c'est quoi comme raisonnement? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous avons des institutions qui sont gérées par ce régime qui sont un peu crédibles? Donnez un peu de crédibilité, même si vous montez, donnez un peu de crédibilité à vos mensonges. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbaili. Maître Saleh Debbouz, donnez un peu de crédibilité à vos mensonges, est en train de dire notre ami Lias Djbaili. Hier, bien sûr, on a fait l'hommage de Abdelhamid Mehri, lui qui parlait de cette médiocrité. لكل زمان رداء il a parlé donc de cette médiocrité لرداءة زمان ولكل زمان نسها ولا رداء تاعه. Quand on voit comment le pays est géré et même quand on parle de ce projet Maître Saleh Debbouz, toutes les questions qui ont été soulevées, la disparition de ce économiste, de ce économiste donc Djelloul Slama, de ces mensonges qui ont été relayés par des médias algériens étatiques. On se dit comment on est arrivé à cette situation, Maître Saleh Debbouz. Sincèrement, moi des fois je me pose des questions, comment notre pays est arrivé à cette situation, Maître Saleh Debbouz. Vous savez, d'abord, c'est Mehri Allah yarhamou, il a dit نحن في زمن الرداءة وللرداءة رجالها. Voilà la citation qu'il a dit. Moi, j'ai une petite réserve. C'est Djbaili, vous m'excusez, mais on ne peut pas donner de crédibilité à un mensonge. Un mensonge reste un mensonge, même si on essaye par tous les moyens de le crédibiliser. C'est un mensonge, ça reste un mensonge. Bon. Justement, c'est ce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé de mentir et de donner une crédibilité à leurs mensonges en nous disant que c'est la presse américaine et la presse britannique qui dit que voilà, c'est un géant qui arrive, etc., etc. Ça, c'est exactement mentir et essayer de donner de la crédibilité aux mensonges. Mais c'est tellement fait d'une façon vulgaire. Même quand ils ont présenté, ils ont écrit le texte en arabe et le titre est resté, ça m'a fait sourire. Au moins, كتبوه en anglais, ou dire روحكم باللي voilà, مكتبوه الناس من الناس. Vraiment, bon. Ceci dit, pourquoi on en est arrivé là? Mais parce qu'on a tout fait de travers. On a depuis le début jusqu'aujourd'hui, tout était faux. Vous savez, on raconte, moi, أنا كبرت في تيارت العجايز يحكيوا لنا يقول لك يا ودي واحد الفارس زعما un cavalier était monté sur son cheval pour faire une course. On بعد يماه l'a vu. Après ils sont venus lui dire il est tombé ou مات. Et قالت لهم الركبة كانت مايلة. قالت لهم au départ je l'ai vu quand il a monté son cheval, il n'a pas bien monté. Rikba, c'est la même chose. Rikba Meila en 62. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que rien ne marche. Même Boumediene. Parce que pour Boumediene, c'est une question. Et Boumediene, c'est un personnage qui était têtu. Têtu et il voulait forcer les choses. Il a transformé des agriculteurs. Regardez la catastrophe. Par exemple, on avait des terrains agricoles gigantesques. Moi, j'ai grandi à Tiaret. C'était le grenier de l'Algérie. Les sursauts, le blé qui se faisait là-bas, c'était le grenier de l'Algérie.
il a implanté, ça c'est un exemple, hein, il a implanté 2 complexes, un de sidérurgie et un de textile, c'est des complexes gigantesques, et il a recruté toute la main-d'œuvre agricole pour faire semblant de faire de l'industrie. Du coup, pendant 20 ans de mauvaises... 20 ans des agriculteurs qui ont essayé de se transformer en ouvriers industriels, ils ont perdu l'agriculture. Maintenant, on est des exportateurs et des consommateurs, si je parle que de cette région, et ils n'ont jamais été qualifiés dans l'industrie. Et maintenant, nous avons 2 géants morts, si je compte que cette région, Bouchkif et Zaroura, Tiaret, les complexes de sidérurgie et de textile, c'est des géants morts. Même chose à Gherdaya, parce que moi, mes origines, c'est de Gherdaya. On avait une petite agriculture, un système d'irrigation ancestral, etc. On nous implante un complexe de sidérurgie à Gherdaya, SNS à l'époque. Alors, tout le monde partait dans ce complexe. Maintenant, c'est-à-dire, Gherdaya a été métamorphosé sauvagement et brutalement, et vraiment d'une façon, dans l'histoire de l'évolution de la vallée du Mzab, cette mutation est la plus dure et la plus catastrophique depuis 1962 jusqu'à maintenant. Alors, donc, Rikba, comme on disait, Meila, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement une question ce n'est pas seulement une question d'économie mal organisée, mal planifiée. Non, c'est une question de mutation sociale d'une façon sauvage, au point où on n'a plus de potentiel. C'est-à-dire, on n'a pas d'intellectuels, on n'a pas de politiciens, on n'a pas de techniciens, que ce soit sur le plan artisanal même, ou même dans les autres domaines. On est devenu une société, un peu vagabonde et un peu sauvage et amorphe. Donc le fond du problème, il est dans la structure sociale qui a été détruite. Regardez l'Algérien, moi je vis en Belgique. Je reconnais, ça fait mal au cœur. Quand je me déplace dans les quartiers où il y a beaucoup de migrants, je vois des migrants de plusieurs nationalités, mais il y a beaucoup de gens qui ont quelque chose, même s'ils ne parlent pas le flamand ou le français, mais ils ont une technicité, même si elle peut être très simple. Mais quand je vois les jeunes Algériens, j'ai mal au cœur. Ils sont là, voilà, ils posent des problèmes. Beaucoup de jeunes Algériens sont perdus ici, en Belgique par exemple, à Bruxelles, quand je les vois. Ils sont là, ils savent pas quoi faire et ils souffrent, vraiment. Parfois, tu les trouves dans des bagarres, parfois, tu les trouves dans... Il y a même eu une agression à l'arme blanche, ça fait quelques semaines, où l'un de ces jeunes a été tué. Bref, donc, c'est très douloureux et c'est très profond comme problème. Ce n'est pas seulement une question de discours. Vous avez Tebboune qui est un bureaucrate, qui est têtu et qui est ignorant, qui ne sait rien. Je vous assure que je ne l'insulte pas. Je choisis des termes avec beaucoup, c'est-à-dire pour décrire le personnage. C'est un bureaucrate. C'est toute sa vie, il a passé derrière des bureaux. Ignorant parce qu'il ne connaît rien. Il pensait que les armes qui étaient données par George Washington à l'émir Abdelkader ou je ne sais pas quoi, il n'est même pas informé. Il répète ces bêtises, des milliards et des millions et des centaines de millions et des chouhada et n'importe quoi. Vous rendez compte tout de suite qu'il dit n'importe quoi et qui veut gouverner seul et qui est en train de débiter des mensonges en pensant qu'il va donner de l'espoir avec ces mensonges-là. Non, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment dommage. Merci beaucoup, maître. Barakallahu fik, je m'excuse.
Lies Jubaili, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin parce qu'on me dit qu'on a dépassé le temps de l'émission et je vous remercie parce que vous avez des obligations aussi et vous êtes resté avec nous. يعني كيفاش وصلنا الحالة اللي رانا فيها الياس جبيلي يعني comment on est arrivé à cette situation même quand il s'agit d'un projet comme ça que normalement ça doit être une fierté pour le pays et on est devenu une vraie risée puisque on a vu, on est en train de parler d'un ingénieur, un économiste, un expert qui a disparu parce qu'il a critiqué ce projet, des médias qui véhiculent des mensonges. Très rapidement, Lies Jubaili. On a touché le bas, plus bas, enfin, on a touché le bas. C'est fini, notre pays, vraiment, il est en faillite totale. Notre pays, je le dis, il est en faillite totale sur le plan moral d'abord. Le plan moral, quand vous voyez un régime, un pouvoir qui ment à son peuple, ça veut dire qu'il ne respecte pas son peuple. C'est une insulte à son peuple. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça parce qu'un projet, même si vous prenez le risque d'un tel projet, vous perdez, avec des experts, un projet, on peut perdre un projet. Mais sur le plan moral, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. C'est une insulte à un peuple quand vous fabriquez des articles pour promouvoir un projet, pour le faire passer coûte que coûte. Et aussi, vous réprimez des voix. Qu'est-ce qu'il a fait cet ingénieur ou cet économiste, cet expert? Il a donné une opinion, il a émis un avis. Vous avez détruit sa famille. Il est où? C'est ça. Donc c'est un régime qui est en fin de vie. Moi, je considère qu'il est en fin de vie. Merci. Merci d'exister de cette manière. Il faut que le peuple algérien se réveille parce qu'on a touché le fond, parce qu'il faut mobiliser nos forces pour ne serait-ce que sauver notre pays. Merci. Le but, c'est de sauver notre pays. Merci beaucoup, Lies Jubaili. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Lies Jubaili, économiste et analyste et militant politique. Merci à Maître Saleh Debbouz, avocat et militant des droits de l'homme. Merci aussi à Athmane Mahzouz qui était avec nous dans la première partie de cette émission, président du RCD. Merci à vous, chers téléspectateurs.